Aujourd'hui, nous examinons un cas de la deuxième partie du XIXe siècle. Alors asseyez-vous pendant que nous allons en Angleterre. George Henry Lambson est né le 8 septembre 1852 dans un monde de statuts et d'attentes. Son père, William Horne Lambson, était un ecclésiastique respecté, ministre d'une communauté d'expatriés américains à Florence en Italie. Sa mère, Julia Woods Schuyler, venait d'une lignée américaine distinguée. Son père, Robert Schuyler, avait été une figure marquante de la finance et des chemins de fer à New York, et son grand-père n'était autre que Philip Jeremiah Schuyler, frère d'Elizabeth Schuyler Hamilton et beau-frère d'Alexander Hamilton, l'un des pères fondateurs des États-Unis. De tels ancêtres naquirent de grands espoirs. Un enseignant a une fois remarqué que le nom de la famille Lambson perdurerait longtemps dans l'histoire de l'homme, et George avait un don pour les langues, maîtrisant le français et l'allemand avec facilité, et avait une capacité presque magnétique à se faire des amis. Sa jeunesse était imprégnée d'idéalisme et d'ambition. Il a rejoint le corps des ambulances françaises pendant la guerre franco-prussienne, s'occupant des blessés pendant le siège de Paris de 1871. Son courage lui a valu la Légion d'honneur. Plus tard, il a travaillé comme chirurgien bénévole en Roumanie et en Serbie, et s'est à nouveau distingué, mais les horreurs de la médecine de guerre ont laissé une marque différente sur George, car il était devenu dépendant à la morphine, une addiction qui le hanterait pour le reste de sa vie. À son retour en Angleterre en 1878, George semblait prêt à mener une existence stable et respectable. Il a épousé Kate John, la fille d'une famille autrefois aisée. Elle était l'une des 5 enfants, 3 frères et une sœur, bien qu'au moment de son mariage, un frère et ses 2 parents étaient déjà décédés. Le domaine familial était en fiducie, chaque part de l'enfant devenant accessible lors du mariage ou à l'âge adulte. Comme la loi l'était alors, c'était avant l'acte de propriété de femme mariée de 1882. L'héritage de Kate est passé directement sous le contrôle de son mari après son mariage. Avec ses fonds, George s'est mis en tête de s'établir comme médecin à Bournemouth, une ville balnéaire à la mode et prospère, pour un homme qui avait été honoré sur les champs de bataille étrangers et décoré pour son service en Roumanie, en Serbie et lors du siège de Paris. Cela semblait être l'étape naturelle suivante dans une carrière prometteuse, mais sous la façade se cachait une réalité plus troublante. Avec l'accès à l'héritage, George a rapidement commencé à dépenser trop. Il a loué une belle propriété et a investi dans son cabinet médical avant même d'avoir des patients. Dès le début, son cabinet a flanché. Il a eu du mal à se constituer une patientèle à Bournemouth, car bien qu'il soit qualifié, il était relativement inconnu. Avec des praticiens déjà établis sur place, beaucoup de locaux étaient réticents à le consulter. Mais cela n'a pas empêché George de vivre au-dessus de ses moyens. Il voulait se présenter comme un médecin gentleman, respectable et prospère, bien qu'en réalité ce n'était pas le cas. Ce qui aggravait les choses, c'était son addiction à la morphine. Ce qui avait autrefois engourdi la douleur physique et émotionnelle dans les hôpitaux de campagne était devenu une dépendance quotidienne. Cela avait affecté à la fois son esprit et ses finances. Alors que ses dettes s'accumulaient, les créanciers devenaient de plus en plus impatients. Les chèques étaient en vrai rejetés, la banque fermait ses portes, et l'argent de sa femme, ce qui en restait, disparaissait rapidement. Puis, en 1879, le frère de Kate, Herbert John, est mort subitement, célibataire, sans enfants ni parents survivants. Sa part de l'héritage a été divisée entre les frères et sœurs restants, qui étaient ceux de Kate, sa sœur Madame Chapman, et le frère cadet de Kate, Percy. Mais ce que cela signifiait pour George, c'est que sa situation financière très précaire, au moins pour un temps, serait allégée. Cependant, ce n'était qu'un court répit. Au début de 1881, il était à nouveau dans une situation financière désastreuse. Il avait eu des ennuis avec la société médicale locale après qu'il avait été découvert qu'il avait faussement revendiqué des qualifications académiques auxquelles il n'avait aucun droit. Des huissiers avaient envahi sa maison, saisissant ce qui restait de valeur. Des mandats légaux le suivaient d'adresse en adresse. Il n'était plus un médecin respecté, il était devenu un homme vacillant au bord de la ruine, bien qu'extérieurement il s'accrochait encore à l'apparence du respect professionnel. Ce printemps-là, il traversa l'Atlantique sous le prétexte de chercher des opportunités en Amérique. En vérité, il fuyait l'effondrement de ses finances. Il était maintenant un homme devenant de plus en plus désespéré chaque jour et n'a réussi à payer son passage qu'en prenant un travail temporaire comme chirurgien de bord.
Il empruntait de petites sommes à ses connaissances, mais toujours sous de fausses assurances qu'il était incapable de remplir. Lorsqu'il est revenu à Londres à l'automne de 1881, il restait peu de traces de l'homme qu'il avait autrefois été. Le chirurgien de guerre décoré et le jeune médecin ambitieux avaient disparu. À sa place se tenait quelqu'un de maigre, anxieux, avec des dettes montagneuses et poussé par l'addiction. George avait aussi le sentiment croissant que le temps et la chance s'épuisaient en eux. La femme de George avait un frère nommé Percy Malcolm John, qui approchait de son 19e anniversaire. Il vivait dans une école à Wimbledon en tant que pupille de chancellerie sous la supervision du directeur, M. Bedbrook. Percy n'était pas un garçon ordinaire. Sa colonne vertébrale était courbée à cause d'une maladie infantile et il était paralysé à partir de la taille. Il avait constamment besoin d'aide et utilisait un fauteuil roulant pour se déplacer dans les couloirs de l'école. Malgré cela, il était joyeux, intelligent et désireux de participer à la vie scolaire. Percy était également un héritier. Le domaine familial de John avait été divisé, de sorte que chaque enfant hériterait de sa part en atteignant la majorité ou en se mariant. Percy, non marié et encore mineur, était le dernier bénéficiaire de la fiducie. S'il mourait avant le 18 décembre 1881, sa part de 3000 livres reviendrait à ses deux sœurs, dont l'une était la femme de George. Le 24 novembre 1881, le comportement de George semblait prendre un tournant plus sombre. Il a mis en gage sa montre et ses instruments médicaux pour une maigre somme de 5 livres et le lendemain, il a tenté de passer un chèque falsifié à l'échange américain dans le Strand. Il a également emprunté 20 livres à un homme qui vivait sur l'île de Wight, bien que les conditions de ce prêt soient assez discutables. Au cours des jours suivants, il a écrit 2 lettres, l'une à un ami, dans laquelle il attribuait à une erreur de banque le fait qu'un chèque qu'il lui avait envoyé n'ait pas été honoré. La seconde était adressée à Percy, le frère de sa femme. George n'a écrit que quelques lignes à son intention qui disaient « Je pars pour Florence demain, en faisant une halte de quelques jours à Paris, donc je propose de passer quelques minutes avant de partir. Crois-moi mon cher garçon, ton frère qui t'aime. G.H.L. » George est arrivé à l'école le 3 décembre 1881 avec un gâteau et une boîte de capsules. Il était habillé proprement, mais pas de manière excessive. Ses vêtements semblaient bon présentables, bien que quelque peu ordinaires. Son apparence, cependant, suggérait de la fatigue. Son visage était pâle et ses yeux semblaient fatigués, comme s'ils étaient alourdis par les problèmes auxquels il avait été confronté. Lorsqu'il est entré dans le bureau où M. Percy John était assis, le garçon l'a salué chaleureusement. George, essayant de masquer sa fatigue, a remarqué à quel point Percy avait l'air bien, ce à quoi le jeune homme a répondu « J'aimerais pouvoir en dire autant de vous, monsieur Bedbrook. » Le directeur était également présent et il a offert à George un verre de xérès, qu'il a accepté, à condition qu'il puisse être sucré. Un bol de sucre en poudre a été apporté et George a joyeusement mis un peu dans son verre. Il a ensuite sorti son gâteau de Dundee, qu'il avait déjà tranché de manière quelque peu étrange. Il a donné des morceaux à Percy et à M. Bedbrook, et les 3 hommes ont commencé à le manger. Quelques instants plus tard, il a sorti une capsule de son petit sac noir et a dit au directeur qu'il les avait apportés d'Amérique et qu'il les trouverait utiles pour donner des médicaments aux garçons. Il semblait assez excité, et remplissant une capsule de ce qui ressemblait à du sucre, il l'a donnée à Percy et a dit « Tu es un champion, preneur de pilules. Montre à M. Bedbrook à quel point c'est facile. » Percy a souri et a avalé le contenu de la capsule. George a ensuite échangé quelques autres amabilités avant de s'excuser en annonçant qu'il devait prendre un train pour la côte car il se rendait à Paris. Alors que M. Bedbrook le raccompagnait, George s'est tourné vers lui et a dit « Je ne pense pas que Percy tiendra beaucoup plus longtemps. » Une remarque que M. Bedbrook a trouvée assez déconcertante et étrangement déplacée, surtout compte tenu de l'état généralement stable de Percy. Peu de temps après, cependant, Percy a commencé à se plaindre de brûlures d'estomac, puis de nausées, puis de douleurs atroces. Haletant pour reprendre son souffle, il murmura qu'il se sentait comme après que son beau-frère lui ait donné une pilule. Lorsqu'ils sont partis en vacances à Shanklin, la directrice, une femme nommée Madame Godward, s'est occupée de lui, mais le jeune homme ne s'améliorait pas, maintenant très inquiet. M. Bedbrook a fait appel au Dr Little pour l'aider, mais malgré ses efforts, on ne pouvait pas faire grand-chose. Les muscles de Percy se contractaient de manière incontrôlable, et sa respiration commençait à faiblir. À 11h du soir, le même soir, le samedi 3 décembre 1881, Percy Malcolm John, âgé de 19 ans, est décédé.
Le directeur avait assisté à la scène tragique qui se déroulait et ne pouvait maintenant que rester silencieux, stupéfait. Avant la visite de M. George Lampson, Percy n'avait montré aucun signe de maladie. Seulement quelques heures plus tôt, le jeune homme semblait parfaitement bien. La soudaineté de tout cela avait laissé M. Bedbrook et les autres sous le choc, alors qu'ils luttaient nord pour comprendre le tournant rapide et brutal des événements. On a rapidement soupçonné que Percy ait pu être empoisonné, ce qui a incité les personnes présentes à recueillir soigneusement son vomissement pour analyse. Ils espéraient que cela pourrait aider à découvrir la cause de sa maladie soudaine et grave. La police a été appelée et le dimanche 4 décembre, l'inspecteur Fuller est arrivé pour examiner la scène. Au cours de sa recherche, il a découvert une boîte contenant des capsules et 5 petites pilules blanches. Il a soigneusement sécurisé ces articles, ainsi que des fruits cristallisés, des morceaux de gâteau, du sucre et plusieurs poudres blanches qui ont été trouvées parmi les affaires du défunt. Une autre boîte a attiré son attention. Elle était étiquetée quinine et à l'intérieur, il a compté 20 paquets non ouverts. En continuant, l'inspecteur Fuller est tombé sur un gâteau de Dundee à moitié mangé, 2 pilules supplémentaires enveloppées dans du papier d'aluminium et une carafe de sherry. Tous ces articles ont été rassemblés et plus tard remis au surintendant Digby, qui a donné l'ordre à un officier de les livrer à Scotland Yard. Là-bas, le surintendant principal, Williamson, a transmis les preuves à 2 toxicologues, le docteur Dupré et le docteur Stevenson. Le contenu, y compris la nourriture, les poudres et le vomissement, a tous été testés pour le poison. Le mardi 6 décembre, le docteur Berry, le docteur Bond et le docteur Little ont effectué une autopsie sur Percy Malcolm John. Mis à part la paralysie de ses membres inférieurs due à une courbure de la colonne vertébrale, Percy était un jeune homme bien développé et musclé. Son cerveau montrait une légère congestion et ses pupilles étaient dilatées. Ses poumons étaient principalement sains mais congestionnés dans les régions inférieures et il y avait de vieilles adhérences au sommet de son poumon droit. Le cœur, bien que sain, était presque entièrement vide et flasque. Le foie, les reins et la rate étaient tous intensément congestionnés, tandis que la muqueuse de l'estomac était enflammée. Notamment, plusieurs petites taches jaune-gris ont été découvertes près de l'extrémité la plus large de l'estomac, ce qui étaient des signes cohérents avec une irritation récente et des parties de l'intestin grêles étaient également affectées. Des échantillons de contenu gastrique, d'organes et de fluides corporels ont été collectés et remis au docteur Bond. Selon le jugement du docteur, il n'y avait aucune preuve de maladie naturelle suffisante pour expliquer la mort de Percy. Sur la base de toutes les découvertes, il a été conclu que son décès a très probablement été causé par un poison végétal irritant, spécifiquement un poison cohérent avec l'aconitine, un alcaloïde puissant et rarement utilisé. À présent, les nouvelles de la mort soudaine et inexpliquée de M. Percy John avaient atteint les journaux. Les rapports détaillaient comment un jeune homme apparemment en bonne santé était décédé quelques heures après être tombé malade, et peu de temps après avoir reçu la visite d'un parent, M. George Lampson, qui était à Paris à l'époque, a lu à propos de la mort dans la presse. Après avoir appris l'incident et l'enquête policière qui a suivi, il a pris la décision rapide de retourner à Londres sans délai. Le 8 décembre, il est entré à Scotland Yard, et avec une composure mesurée, il a annoncé « Je suis Dr Lampson ». J'ai lu le compte-rendu dans les journaux publics à Paris et je suis venu ce matin. Je suis très malade et bouleversé par cette affaire. Il a proposé de laisser son adresse, croyant peut-être que sa présence volontaire et son apparente franchise suffirent à détourner tout soupçon. Cependant, les officiers de Scotland Yard n'ont pas été influencés par son calme ou ses affirmations de détresse. Ils avaient déjà commencé à reconstituer une image troublante des événements menant à la mort du jeune homme, et la réapparition soudaine du docteur Lampson n'a fait qu'approfondir leur inquiétude. Les officiers l'ont arrêté et il a été formellement accusé de meurtre. La presse avait suivi l'affaire avec fascination dès le début. La mort soudaine d'un jeune homme charmant, la suggestion d'un poison et l'implication d'un médecin éloquent avec des connexions transatlantiques ont donné à l'histoire toutes les caractéristiques d'une tragédie sensationnelle. Les journaux à travers la Grande-Bretagne et même à l'étranger ont rapporté chaque nouveau développement, alimentant l'intérêt public et les spéculations. Le procès de George Henry Lampson a finalement commencé à l'Old Bailey le 8 mars 1882 et a été présidé par le juge Hawkins. L'accusation a exposé les preuves, suggérant que le motif de M. Lampson était la cupidité et la possibilité d'un héritage supplémentaire. On a dit que l'accusé avait imprégné un gâteau de Dundee avec de l'aconitine, un poison puissant et mortel qu'il avait découvert pour la première fois lors de ses études de médecine à l'université d'Édimbourg.
L'accusation a affirmé que cela avait été discuté par l'éminent professeur Robert Christensen et qu'à l'époque, le professeur avait indiqué que l'aconitine était pratiquement impossible à détecter, ce qui en faisait un poison très intéressant pour quiconque avait des intentions malveillantes. L'accusation a déclaré aux tribunaux que depuis les jours d'étudiants du docteur Lamson, la science forensique avait considérablement progressé. Donc maintenant, ce qui aurait autrefois passé inaperçu pourrait être découvert par des méthodes forensiques plus avancées. De nombreux témoins ont été appelés au cours de la procédure, dressant le portrait de l'accusé comme d'un homme dont la situation financière s'était progressivement détériorée et qui était devenu de plus en plus désespéré. Des médecins, des chimistes, des banquiers et des connaissances ont tous témoigné, construisant un compte rendu détaillé du comportement récent de M. Lamson. Son caractère et son intention possible des experts en toxicologie ont expliqué comment le poison avait agi sur le corps, tandis que d'autres décrivaient les symptômes observés dans les dernières heures de la vie de M. Percy John ensemble. Ces comptes ont aidé à établir le mobile, les moyens et l'opportunité. Un témoin clé était M. William Ralph Dodd, un assistant chez Allen & Burry's Chemists dans Lombard Street à Londres. Monsieur Dodd a raconté qu'aux alentours du 24 novembre, Monsieur Lamson était entré dans la boutique et avait demandé 2 grains d'aconitine. Il a dit que le monsieur a écrit son nom, J. H. Lamson, docteur en médecine, Bournemouth, Hampshire. Monsieur Dodd a ajouté qu'il avait vérifié cela en consultant l'annuaire médical. Il a poursuivi en disant qu'il avait suivi la procédure standard et demandé à son collègue, Monsieur Betts, de l'aider à peser le poison. M. Dodd a également déclaré que M. Lamson avait demandé que l'aconitum soit emballé et clairement étiqueté comme un poison, avec le nom du pharmacien inclus. Il a poursuivi en disant qu'après avoir lu le rapport dans l'Evening Echo le 5 décembre sur la mort de M. Percy John, il se souvenait avoir vendu le poison. Le conseil de la défense lui a demandé pourquoi il n'avait pas inscrit la vente dans le registre des poisons. À quoi M. Dodd a répondu qu'aucune entrée n'avait été faite cette fois car elle n'était pas nécessaire lorsqu'elle était vendue à un professionnel médical vérifié. Il a ajouté que la vérification des références de M. Lamson avait été effectuée en consultant l'annuaire médical. D'autres preuves sont venues de M. William Stevenson, qui avait rencontré l'accusé en 1879. M. Stevenson a témoigné qu'à la fin de 1880, M. Lamson avait connu des difficultés financières et avait dû quitter sa propriété en 1881. M. Stevenson a déclaré qu'il l'avait présenté à M. McEwan Brown, qui avait acheté ses meubles et aidé à régler ses dettes. M. Stevenson a déclaré que M. Lamson lui devait encore plus de 100 livres lorsqu'il est reparti pour l'Amérique et a dit qu'il pensait ne jamais le revoir. Mais en octobre 1881, il a reçu une lettre de M. Lamson disant qu'il serait en mesure de lui rembourser son argent, mais avait besoin de ses instruments chirurgicaux, d'un tapis de voyage et de 5 livres, ce que M. Stevenson a dit à la cour qu'il avait fourni. Lorsqu'on a demandé à M. Stevenson s'il avait de nouveau des nouvelles du gentleman, il a répondu que non, et il a découvert plus tard que les instruments et le tapis avaient fini chez un prêteur sur gage à Londres. M. Edward Weiss Rebisch, l'agent immobilier de la propriété où M. Lamson avait vécu, a confirmé que le docteur avait payé le loyer jusqu'à Noël 1880, mais n'avait pas réussi à payer après cette date. Il a ajouté que malgré la vente des meubles du gentleman, il avait encore des dettes importantes envers le propriétaire de la propriété. Un autre témoin était M. Myrick Heath, un caissier à la Wills & Dorset Banking Company. Il a témoigné que le docteur Lamson avait ouvert un compte à la banque en novembre 1880, mais il a dû être fermé en janvier 1881 en raison d'un solde négatif. M. Heath a déclaré qu'il avait envoyé une lettre à M. Lamson le 20e janvier 1881, l'informant qu'aucun autre chèque ne serait honoré jusqu'à ce que le compte soit ramené à une position positive. M. Heath a déclaré qu'il n'avait reçu aucune réponse à la lettre. Le procès s'est terminé le 14e mars lorsque le juge a résumé l'affaire. Il a dit au jury que ce n'était pas une affaire impliquant des questions juridiques donc compliquées qui pourraient encore les confondre. Le jury devait se poser 2 questions. Le garçon est-il mort des effets du poison? Et si oui, était-ce le prisonnier qui le lui a donné? S'il croit que M. Lamson a effectivement donné le poison, alors il serait impossible d'argumenter que ce n'était pas un cas clair de meurtre délibéré. Mais le juge a exhorté le jury à examiner tous les faits honnêtement et soigneusement et à prendre leur décision sur la base des preuves uniquement. S'ils croient que l'accusation n'a pas prouvé l'accusation en matière d'équité et de justice, ils doivent déclarer l'accusé non coupable. Il leur a sincèrement conseillé de mettre de côté toute sympathie qu'ils pourraient n'en ressentir pour le jeune homme qui est mort de manière si triste et tragique.
Mais de même, ils doivent également mettre de côté toute sympathie pour M. Lamson, ou pour sa famille et ses proches qu'il pourrait laisser derrière lui. Leur devoir était solennel. Ils le devinrent à leur conscience et à la justice de ne décider que ce qu'ils croyaient en être la vérité. Le jury a délibéré pendant seulement 35 minutes avant de revenir annoncer qu'ils ont trouvé l'accusé coupable du meurtre de Percy Malcolm John. Le juge a ensuite condamné le docteur George Henry Lamson à mort. Cependant, suite au verdict de culpabilité, l'avocat de la défense de M. Lamson, dirigé par M. Montague Williams, a fait un dernier appel à la clémence au motif de l'insanité, arguant que la longue addiction de son client à la morphine, combinée à une possible prédisposition héréditaire à la maladie mentale, avait obscurci son jugement et contribué au crime. Comme M. Lamson était un citoyen américain, l'affaire avait attiré l'attention internationale. Dans une rare intervention diplomatique, le président des États-Unis, M. Chester Arthur, a officiellement demandé un report de l'exécution pour permettre le temps de présenter des preuves de maladie mentale au sein de la famille de M. Lamson. Les autorités britanniques ont accordé le délai et des documents à l'appui ont été envoyés pour essayer de faire commuer la sentence. Cependant, une fois que ces matériaux ont été examinés par le Home Office, ils ont été jugés insuffisants pour justifier un sursis. Aucune base médicale convaincante n'a pu être établie pour annuler le verdict du tribunal. Le matin du 28 avril 1882, M. George Henry Lamson a été exécuté par pendaison à la prison de Wandsworth. Bonjour à tous et merci beaucoup de votre écoute. Comme d'habitude, veuillez laisser tous les commentaires ou retours que vous pourriez avoir et j'espère vous revoir tous dans le prochain Briefcase.